Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kilian Bazin, qui est le fondateur de Tuco en Tuco, donc une startup spécialisée sur les thématiques de data visualisation. Guillaume Bourdon, le fondateur de Quinten, une société de conseil spécialisée dans le domaine de la data et notamment sur le monde pharmaceutique, la cosmétique et les industries financières. Il nous en parlera un petit peu. Et Jean-Pierre Rille, donc leader de la communauté SQL en France, qui va nous parler justement de tout ce qui est les aspects technologie Microsoft. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ça va? Ça va, mais on est au deuxième rang. Est-ce que notre personne au fond nous entend? Nous entend? Pas vraiment? Il faut parler plus fort, comme ça va? Ok, on va parler plus fort dans le micro. Ok. Ok, parfait. Bon. Alors, pour cette première table ronde, on va vous parler donc, de la transformation des usages et des organisations par le Big Data. Alors, ma première question aux intervenants va être une question assez générale et va concerner justement les changements. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quels sont les grands changements dans les organisations qui sont opérés aujourd'hui par les technologies Big Data, selon vous? Un des premiers changements qu'on voit, en fait, c'est en effet, il y a un changement de paradigme qui permet d'exploiter des données, soit qu'on n'avait pas, soit qu'on n'exploitait pas avant, ou qui étaient exploitées par des projets spécifiques de développement. Donc en fait, moi, le premier changement que j'ai pu constater dans les usages, alors que ça vienne du monde des gens qui intègrent ou des entreprises qui consomment, c'est justement poser cette question: quelle data je peux exploiter maintenant? Chose qu'avant on ne faisait pas, on faisait des projets BI assez traditionnels sur une partie des données, alors que maintenant on abolit un petit peu les barrières et on se dit, alors qu'est-ce que je pourrais chercher? Alors des fois même ça va un petit peu loin, dans le sens où on essaie d'inventer des données qu'on n'a pas forcément besoin dans son business, ou pas besoin au jour d'aujourd'hui, et donc finalement on étend un petit peu ça, et ça crée énormément de nouveaux sujets et d'opportunités business pour les utilisateurs, et évidemment pour les gens qui développent des algorithmes ou des choses comme ça autour. Je ne sais pas si vous partagez cette vision. Oui, le principal, pour moi, le changement, il n'est pas technologique, il est vraiment dans les usages et dans la culture. Et en fait, c'est un changement culturel, un bouleversement culturel dans les entreprises. Il y a quelques années, si vous alliez parler, y compris dans les directions marketing de données, vous étiez pas ou mal accueillis. Aujourd'hui, c'est des métiers qui s'occupent, qui achètent des projets autour de la data et qui ont les plus gros budgets autour de la data, notamment le service marketing. Donc on a, en fait, le principal changement dans les entreprises, c'est ce changement culturel qui s'est accompagné évidemment des changements d'enveloppe budgétaire, où vous avez des pans entiers du budget qui sont passés des SI vers les métiers. Donc là, j'ai parlé du marketing, mais les RH sont en train de s'y mettre. Vous avez les services commerciaux qui sont en train d'être équipés par les marketeurs. Et des gens qui avaient une culture, on va dire, analytique assez faible, se retrouvent aujourd'hui à gérer des projets dont les enjeux mathématiques et analytiques sont très très forts. Ouais. Oui, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. Pour compléter, nous, ce qu'on a vu comme changement dans les organisations, pour ma part, donc Quinten a 6 ans, et depuis 2 ans, on parle du mot Big Data, qui, en tout cas en France, qui était nouveau. C'est la prise de conscience des organisations, plutôt des grosses structures, que en fait, on a de la donnée présente dans tous nos services qui peut générer de la valeur. Et on voit émerger dans des grandes structures alors pas systématiquement encore des Chief Data Officers dans toutes les organisations, ça va venir, mais en tout cas des cellules au niveau des stratégies, donc au niveau des directions générales, dont le job est censé identifier dans l'ensemble des départements les datas en présence, faire un état des lieux des datas, de savoir à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles mesurent, et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite pour générer de la performance. Et dans la conjoncture actuelle de crise, c'est générer de la performance avec de l'existant, c'est-à-dire avec des investissements qui sont somme toute assez faibles. C'est faire du return on data. Et c'est de pouvoir faire travailler en transversal des services qui sont en silo.
hein. Parce que ce qui est bien, c'est que la data, ça met tout le monde d'accord parce que c'est factuel. Et nous, en tant que prestataires, on se retrouve à gérer des projets avec les gens du commercial, les gens du marketing, les gens des études, les gens de la prod, les gens de la maintenance, etc. pour travailler sur toute la chaîne de valeur, en fait, dans l'entreprise. Donc c'est vraiment cette prise de conscience. On n'est pas encore dans de la systématique, on aimerait bien, hein, nous tous, prestataires, que ce soit complètement vulgarisé, hein, mais ce que disait Jean-Pierre, c'est que, effectivement, souvent, on en parlait tout à l'heure, soit on a des gens qui nous appellent, venez vite, j'ai un projet Big Data, et quand on voit ce qu'il y a un tableau Excel avec 4 données qui sont persuadés qu'ils ont un projet Big Data. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière le mot Big Data. Donc il y a un gros travail de formation, de sensibilisation sur, alors qu'est-ce que c'est que le Big Data, c'est quoi un data scientist, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on peut vous aider. Et de leur déjà faire un état des lieux de qu'est-ce qu'ils ont. Première étape, hein. Toujours faire un état des lieux de qu'est-ce qu'il y a dans vos données, qu'est-ce qu'elles disent. On constate que les clients ne savent pas ce qu'ils ont comme data et à quoi ça sert. Et après, on sera dans la phase de l'analyse. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets de transformation des usages et des organisations opérées par le Big Data, tels que vous avez pu le voir au sein de vos diverses fonctions, pour que justement on réalise bien ce que ça engendre d'un point de vue vraiment concret. Une des transformations que moi j'ai pu voir, alors elle n'est pas sur un exemple d'implémentation ou de projet, mais c'est en fait il y a un changement de granularité des données qu'on collecte, c'est-à-dire que et là la technique a beaucoup aidé à ça maintenant avec les technos qu'on a, c'est que finalement avant on essayait de stocker uniquement le strict minimum à l'instant T. Maintenant, les gens stockent tout. On stocke tout et là, pour le coup, les technologies comme Hadoop ou des bases de type DocumentDB, Elasticsearch, etc. permettent vraiment de ne plus avoir de barrières. On stocke tout et on verra après. Donc ça, c'est déjà un changement quotidien qu'on voit vraiment sur les entreprises. C'est qu'il y a quand même cette conscience qui commence à arriver, donc sans forcément savoir ce qu'on va en faire. La première étape, c'est vraiment de se dire, allez, on arrête la barrière sur rationaliser ce qu'on stocke. On stocke tout et puis on verra après. Donc ça, c'est un des gros changements que je peux constater. Moi, je vais prendre, je vais faire dans l'effort inverse. Moi, je constate des changements. Faire un exemple très simple, c'est, je le disais tout à l'heure, les marketeurs ont souvent envie d'équiper en fait leurs commerciaux. Avec des efforts d'analyse et des efforts de présentation de leurs produits quand ils ont pour équiper les commerciaux pour qu'eux vendent mieux. Et en fait, la manière dont ils le faisaient au XXe siècle, c'était ils donnaient une brochure papier, quoi. Ils donnaient une brochure papier, ils organisaient des formations, ils parlaient des produits et ils s'assuraient que les commerciaux pouvaient eux-mêmes mieux parler des produits. Aujourd'hui, moi, la tendance que je vois, parce qu'en fait, c'est typiquement un produit que je place assez facilement et j'équipe un certain nombre de sociétés avec ce type de sujet, c'est je sors tes données de ta base, les données qui sont en fait les transactions que tu as avec tes propres clients, et je les mets à disposition de tes responsables de compte, donc des commerciaux qui sont en face de ce client. Donc, au lieu de préparer un rendez-vous commercial avec une brochure papier, le commercial prépare son rendez-vous avec les données correspondant à son client. Et l'effort qu'il a eu à faire pour le faire, c'est pas d'appeler un analyste BI qui va lui dire, qui va lui répondre soit dans la minute si ça se passe bien, soit une semaine après et le rendez-vous sera passé. L'effort qu'il a fait, c'est qu'il s'est connecté sur une application, qu'il a tapé le nom de son client et que le reporting s'est fabriqué à ce stade. Donc, et l'étape d'après, forcément, l'étape enthousiasmante, c'est de dire, ok, en fait, il se passe quoi si je suis capable de pousser les bonnes offres et de faire la recommandation d'offres à ce commercial. C'est-à-dire, moi, marketeur, je sais que si mon client a moins de 10% sur tel indicateur, etc., je peux lui pousser tel produit parce que le ROI avéré sur tous les autres clients qu'on a en panel, c'est plus 50% sur la performance sur ce point. C'est le type de scénario qu'on essaie de mettre en place. Alors moi, je vais parler d'un cas concret, puisque je peux en parler parce qu'il a été cité, il y avait un article dans les Échos de cette semaine, avec le laboratoire Expansience, que vous connaissez tous, parce que c'est eux qui font le Mustela, le lait pour bébé. Donc on travaille avec la direction générale,
typiquement pour vous montrer le niveau de... On est dans une grosse, un middle laboratoire, hein, qui a des filiales un peu partout dans le monde. Quand ils nous ont sollicité, c'est en fait, on ne sait pas du tout. Moi, en tant que directeur général, je ne sais pas ce que j'investis comme promotion, comme congrès, comme mes forces de vente, tout ça, combien ça me coûte. Je ne sais pas dans quel pays. Si j'investis plus en web, en print, en promotion de congrès, etc. J'ai aucune idée. Donc, évidemment, mesurer la performance et savoir la relier aux investissements, c'était un peu dur. Donc, première étape, on a fait un état des lieux avec tous les directeurs financiers de toutes les filiales, de savoir, pour chacun des leviers, le nombre de commerciaux qu'ils ont sur place et par marché, le nombre de qu'est-ce qui était investi dans tel et tel levier, promotionnel web, promotionnel print, promotionnel ERP, etc., etc. Et là, on a fait tout un travail de BI pour commencer, c'est-à-dire faire un état des lieux avec une data visualisation qui permettait au directeur général, en un clic, de regarder, parce que la BI et la data visualisation permettent des trucs assez sympas, hein. Vous cliquez, vous avez un pays, et vous avez tous les indicateurs de savoir, tiens, c'est marrant, là maintenant je sais que j'investis plus de web dans tel pays, alors que la performance est plus faible là où j'investis moins de web. Enfin, c'est des choses comme ça. Deuxième brique, c'est la phase analytique, c'est d'aller chercher les combinaisons optimales d'investissement qui maximisent la performance par pays. Évidemment, en rendant tout comparable, hein, quand on veut comparer les pays. Là, typiquement, voilà un projet Big Data, alors qu'on n'est pas dans du Big Data, on est dans du Small Data, on est dans du data d'activité d'entreprise. Hein. Le mot Big Data, c'est un buzzword qui parle à tout le monde, mais la plupart des projets, à part les projets du web et les projets télécom, on n'est jamais dans du Big Data. On est dans du Small Data, dans du Middle Data, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, ses ventes, sa production, ses services de maintenance, sa logistique, ses actions commerciales et marketing et les datas qu'elles achètent aux instituts qui sont des données où vous avez 500 à 1000 individus à chaque fois interrogés. Il faut quand même bien prendre conscience qu'avant d'aller dans la big data stricto sensu, big data c'est à partir de 10 téraoctets de données, vous voyez qu'il y a peu de projets à 10 téraoctets, on est dans de la data, mais avec plein de paramètres complexes. Et la notion de big data, c'est souvent, j'ai plein de paramètres complexes qui sont susceptibles d'influencer un phénomène d'intérêt que je cherche à comprendre pour le reproduire ou pour l'éviter. Merci pour ce témoignage. Est-ce que même si on est dans des cas de small data, middle data, on voit quand même une évolution technologique des technologies pour implémenter ces projets qu'on appellerait quand même big data? Je vais rebondir un petit peu justement sur ça. En effet, très souvent, ça démarre par quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la BI traditionnelle. Maintenant, ce qui arrive en dehors de la taille et de la volumétrie, qui est en effet un seul petit aspect, c'est aussi le fait de se détacher d'un modèle prédéfini. Quand on fait de la BI traditionnelle, on est censé définir ce qu'on veut analyser avant de l'implémenter. Là, justement, les technos nous permettent de faire l'inverse et de pouvoir se dire bon, je vais stocker et quand j'aurai besoin d'analyser quelque chose, c'est là où je vais mettre des outils, du reporting, de la BI traditionnelle aussi, pourquoi pas, des technologies Big Data, où je vais finalement ressortir mon analyse. Donc en effet, même si c'est de la Small Data, des fois on a cette notion de se dire je suis sans schéma en fait, ce qui m'alaisse. Et donc là, on a vraiment les technologies, donc j'ai cité tout à l'heure, mais qui nous permettent vraiment de sortir du carcan qu'on pouvait avoir avec les bases de données relationnelles traditionnelles, qui sont encore présentes. Au final, quand on fait des analyses ou du reporting, au final, ça retombe dans ce type de technologie, mais on a justement tout un jeu, un panel d'outillage qui arrive en amont pour augmenter finalement notre boîte à outils pour justement faire de l'analyse après. Ouais, sur ce point des technos, il y a un autre aspect, c'est que les technos permettent maintenant aux entreprises d'ouvrir l'exploitation de la data à des acteurs extérieurs. Les acteurs extérieurs, c'est partenaires aux clients. Ce qui est il y a plus de souplesse dans les systèmes qu'on peut utiliser, que ce soit type dans ce qu'on utilise dans le back ou en back office ou en front-end, notamment. Faut comprendre une chose. Il y a plus de 10 ans, en fait, les données s'étaient exploitées au sein de l'entreprise pour optimiser des processus qui étaient propres à l'entreprise. Les acteurs du web sont arrivés et ont commencé à utiliser la donnée pour produire des microservices
qui étaient immédiatement utilisables par leurs utilisateurs. Donc moi, je suis utilisateur de LinkedIn, je rentre 10 profils LinkedIn au début, c'est mes camarades de classe si je sors d'école, c'est mes collaborateurs immédiats si je suis en entreprise. La semaine d'après, LinkedIn m'envoie un mail et me sort quasiment tout mon réseau professionnel avec une centaine de personnes. Comment ils ont fait ça? Ils ont exploité leurs propres données et ils m'ont mis à disposition, ils ont exploité la donnée, une dizaine de liens que j'aurais donné moi, et ensuite ils m'ont mis à disposition un service directement. Donc moi, j'ai jamais eu accès à leur base de données, mais par contre, ils m'ont mis un microservice hyper pertinent, les gens que vous connaissez. Et là, j'ai plus qu'à cliquer et à ajouter des gens à mon réseau. Et ça, technologiquement, ça a été rendu super simple par un certain nombre de technos et notamment pas mal émergent des acteurs, des gros du numérique. Et aujourd'hui, et moi ce que je vois au quotidien avec mes clients, c'est que des acteurs traditionnels qui jusque-là avaient des systèmes big data, small data, enfin quand on a des données de transaction, vous êtes chez un retailer, c'est quand même, ils en ont des données de transaction. Ils font pas grand-chose avec, peut-être, mais ils en ont. Là, les gens commencent à se dire, ok, en fait, ce que fait Google, ce que fait LinkedIn, ce que fait Facebook, c'est super malin. Et nous, on est assis sur un tas d'or, on va pouvoir le faire, et y compris à destination de nos clients, y compris à destination de nos utilisateurs. Et c'est pour ça, pour moi, c'est le vrai shift en fait, qui est en train de se passer, c'est que les acteurs traditionnels prennent leur inspiration sur les acteurs du numérique et deviennent eux aussi, évidemment, des acteurs du numérique. Donc on a parlé des usages, des technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de data scientists aujourd'hui qui sont présents à DataJob et qui aimeraient savoir justement si la partie algorithmique contribue aussi à cette transformation des usages et des organisations. Je vais peut-être commencer à répondre. Pour moi, en fait, la partie algo, c'est la vraie révolution. Parce qu'au final, le stockage, on aurait bien trouvé une façon de stocker ça. Le vrai apport qu'on a et ce qui va permettre de créer des nouveaux services, de créer de nouvelles applications, de créer des nouveaux départements dans les entreprises, c'est vraiment le fait d'avoir les algos qui permettent de ressortir ça. L'exemple de LinkedIn est pertinent. Ce qui fait la force de LinkedIn, c'est tout simplement qu'ils ont les bons algos pour dire, à partir de très peu de données en entrée, donc justement juste une adresse mail et 3-4 profils, il est capable de voir avec qui on pourrait faire du business, avec qui on pourrait bien s'entendre, etc. Et c'est finalement ça qui est la vraie pépite. Et notamment tout ce qui est autour aussi du machine learning, c'est-à-dire que l'algorithme, ok, il y a celui qu'on a mis en place, mais maintenant on est de plus en plus avec des algorithmes un petit peu hybrides, où justement qui savent se mettre à jour, s'adapter finalement à la situation, apprendre et sortir le bon résultat, quelles que soient les variables d'entrée. L'idée, c'est pas d'avoir juste une fonction qui prend A et qui renvoie B, mais d'avoir quelque chose qui prend A et qui potentiellement va renvoyer B le lundi, mais C le mardi. Donc pour moi, les algorithmes, c'est la vraie pépite d'or qu'il y a autour de ce nouveau paradigme, et bien sûr le machine learning. Et pour boucler la boucle, c'est que sur le fait qu'on ait besoin de beaucoup de data, c'est que pour avoir un machine learning pertinent, il faut énormément de données pour entraîner les modèles, et par essence, s'il nous faut beaucoup de données, on a besoin des technologies qui vont nous permettre de les faire. Donc finalement, l'aspect volume est un moyen pour avoir des algorithmes pertinents. Mais c'est pour moi les algorithmes qui sont la vraie pépite. Je ne sais pas si vous partagez. Moi, je partage parce qu'on a construit notre société sur un algorithme propriétaire qu'on a développé de machine learning, d'intelligence artificielle, dont ce qu'on apporte aux clients, c'est justement que ce que cet algorithme va pouvoir aller détecter, c'est tout ce que les outils traditionnels, on va dire, de la stat, ne sont pas capables de détecter, c'est-à-dire pas forcément que du signal faible, mais, et c'est pour ça qu'on a commencé dans la santé, parce que dans les études cliniques, si on prend quelque chose que tout le monde va comprendre, vous testez un médicament sur 500 personnes, 500 patients, et vous mesurez l'efficacité, donc le taux de réponse, sur l'ensemble de vos patients. Et quand vous avez 20% de réponse, par exemple, eh bien, ce que dit la stat, la régression logistique, si ce n'est pas suffisant pour amener le produit sur le marché, eh bien, vous êtes planté, c'est-à-dire que vos centaines de millions de développements, vous les stoppez là. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'au global, votre produit n'est pas efficace qu'il n'y a pas un sous-groupe au sein desquels on va démontrer que ce sous-groupe de profil de patient, on observe 40-50% d'efficacité. Alors vous avez resserré votre marché, ce qu'on appelle resserrer la fenêtre thérapeutique, mais vous avez identifié une population qui était passée sous le radar de la stat. Pourquoi ? Parce que les
les caractéristiques, les variables qui pointent, qui caractérisent ce sous-groupe, quand elles sont prises individuellement, elles n'ont aucune influence moyenne sur le phénomène. Donc c'est pour ça qu'elles ne ressortent pas. Mais lorsqu'elles sont combinées entre elles, elles pointent sur un sous-groupe qui sont détectés par nos algorithmes, hein, pour prendre un exemple. Voilà, si j'ai un message à faire passer en fait aux gens qui sont jeunes ou moins jeunes et qui ont un profil de data scientist, c'est contenu normalement dans la pseudo-définition de data scientist, c'est qu'il faut avoir un univers dans lequel on est extrêmement à l'aise et dans lequel on connaît très bien les enjeux. Il faut avoir un métier. Il faut savoir ce qui se passe dans le domaine de la santé, parce qu'on ne fera pas les mêmes algos et on ne testera pas les mêmes choses et on ne connaîtra pas aussi bien les jeux de données que dans le retail. En fait, il faut vraiment se sectoriser, avoir une approche, il faut trouver le secteur qui vous plaît et aller dedans à fond. Et parce que cette expérience domaine knowledge, c'est ce qui fait votre force et ce qui fait votre valeur en fait. Data scientist, ça veut rien dire. Data scientist, je suis data scientist, mais j'ai passé du temps sur les problématiques de santé et je connais les jeux de données par cœur. J'ai pas encore découvert le truc qui tue tout, mais j'ai un espoir de le faire parce que justement, ça fait 2 ans, 3 ans que et je connais les problèmes. Il n'y a rien de pire que le mec qui se lance tête baissée sur le mode, comme s'il allait résoudre un problème que des gens essaient de résoudre depuis longtemps sur tous les sujets en même temps, quoi. Faire du web sémantique sur le langage en général, moi je vois pas, quoi. Faire du web sémantique en disant je m'attaque qu'à la bouffe, je fais ça que pour la nourriture. Je connais rien d'autre, hein. Voiture, je connais pas. Pomme, je connais. Je me dis, ah, là tu as une chance. Et là tu vas peut-être réussir à faire quelque chose d'intelligent. Ouais. Merci pour ce témoignage. Moi, j'avais une question qui concernait plus les hommes et les équipes au sein des entreprises. Parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, d'algorithmes. Mais est-ce que vous voyez aussi, par le big data, des changements au niveau des équipes, la manière dont elles sont structurées au sein des entreprises et des organisations ? Il y a en effet la remarque qui a été faite tout à l'heure avec le fameux Chief Data Officer. Donc ça, c'est un rôle qu'on aimerait voir dans toutes les entreprises parce que c'est vraiment important pour développer la culture de la donnée. Mais en dehors de l'incarner avec un exécutif, alors en France on est très hiérarchique, donc tant qu'il n'y a pas de chef qui porte ça, c'est vrai qu'on a du mal à lever ça. Mais ce qui est important, c'est de développer justement la culture de la donnée partout dans l'entreprise. On n'a pas besoin d'avoir une cellule avec que des scientifiques ou des gens ultra experts dans le domaine pour comprendre, appréhender la donnée. Je reprends la remarque aussi de tout à l'heure, c'est important aussi d'avoir le domaine. Les utilisateurs métiers, d'ailleurs c'est dans le titre, les utilisateurs métiers, ils connaissent leur métier. C'est ça. Maintenant, il faut qu'on leur mette à disposition des datas. Donc le chemin est maintenant très court, hein, on a les outils pour pouvoir faire ça. Mais pour ça, il faut qu'ils aient cette culture de la donnée. Et il faut qu'ils aient un peu quelques éléments. Alors l'idée, c'est pas d'en faire des spécialistes de la BI ou de la data. Mais mine de rien, il faut qu'ils aient un peu un vocabulaire, il faut savoir ce que c'est une agrégation, il faut connaître un peu les calculs matriciels ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui arrivent vers les utilisateurs métiers pour justement pouvoir développer tout ça. Et bien évidemment, alors c'est des convictions certes un peu plus personnelles, mais je ne pense pas non plus qu'on va faire tous les utilisateurs métiers, on va les transformer tous en experts de la donnée. Il y aura toujours Madame Michu qui n'a toujours pas compris comment on faisait un tableau croisillamique dans Excel. Et là, c'est là où des spécialistes de la donnée, là, qui viennent plutôt du monde de la technique, on est là pour justement aider et faire le chaînon manquant entre des utilisateurs qui connaissent très bien leur métier, des gens qui connaissent très bien les technologies pour manipuler les datas. Et l'idée, c'est de faire le maillon entre les deux. Et finalement, peut-être que le data scientist orienté domaine, c'est peut-être justement la personne qui va réussir à réconcilier les deux langages. Parce que forcément, nous techniciens, on ne parle pas forcément le langage métier. Les gens du métier ont leur propre langage, on va peut-être faire ça. Donc le changement de culture dans l'entreprise, il va passer par justement aider les utilisateurs. Alors c'est difficile parce que des fois c'est générationnel, à prendre conscience que la donnée est un véritable outil de travail, au même titre que la brochure qu'on donnait au commercial à l'époque. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce que je vois comme évolution, et ce qui est marrant, c'est que mes 10 premières années de carrière, j'étais le patron de la division ingénieur chez Michael Page. Donc j'ai fait du recrutement d'ingénieurs pendant 10 ans, et depuis 10 ans, je suis dans la big data. Et donc je vois l'évolution du marché. Il y a 10 ans, on était sur des technologies d'intelligence artificielle. Je peux vous dire que personne
C'était vraiment, il fallait défricher le marché. Moi, je pense, et j'en suis sûr, que dans les entreprises, on va prendre l'exemple du directeur marketing. Le directeur marketing de demain, il va être data-driven. Si le mec, il n'est pas data-driven, il a aucune chance d'évoluer ou d'avoir un poste intéressant ou de bien performer dans son job dans l'entreprise. Alors, data-driven, ça ne veut pas dire le mec est data scientist. C'est juste que c'est des gens qui vont être sensibilisés sur le fait que du bon pilotage, ça se fait avec de la donnée, avec de la mesure. Et quand on veut prendre des décisions d'investissement, il faut être capable de dire à son patron combien j'investis pour tel retour sur investissement. Et l'année d'après, combien j'ai investi, combien j'ai gagné et combien je te demande cette année pour aller chercher tant. Et c'est ce qu'on a vu avec les directeurs financiers au moment de la mise en place des ERP, c'est-à-dire que c'est donner du pouvoir à des gens, si on prend les directeurs marketing, qui sont quand même montrés du doigt comme les gens qui dépensent de l'argent un peu par-dessus les fenêtres, sans savoir pouvoir démontrer. Ces gens-là vont maintenant être capables de vraiment justifier leurs investissements, ce qui est génial pour eux. Et piloter du business, ce que font des sociétés comme GE depuis très très longtemps, le DMIC, le Lean Six Sigma, c'était ni plus ni moins, c'était de la stat, c'était DMIC pour ceux qui connaissent, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. C'est-à-dire, je mesure, je définis une problématique, une performance que je veux améliorer. Pour cela, je mesure les KPI, les choses que j'ai besoin de mesurer pour pouvoir les suivre et faire une analyse stat à ce niveau-là pour pouvoir améliorer les choses. Mais on ne peut pas améliorer quoi que ce soit si on ne mesure rien. Donc pour piloter, il faut mesurer et donc il faut faire de l'analyse. Donc vous voyez tout le schéma et ça vous pouvez le reproduire à tous les échelons des départements de l'entreprise. Donc oui, les futurs patrons des opérations, c'est des gens qui vont être data-driven, mais ce ne sera pas leur expertise. Ils travailleront avec des sociétés, des prestataires dont le métier, c'est vraiment d'être un expert dans le métier. Mais eux devront, comme disait Gilles Babinet ce matin, à très juste titre, un chief data officer, ce ne sera pas un data scientist, c'est un manager qui va être capable de manager du changement dans l'entreprise. Et ça, c'est de la politique, et ça, c'est un vrai savoir-faire. Par contre, il saura travailler en étant sensibilisé. Évidemment, le mec, s'il ne sait pas ce que c'est qu'une élasticité, qu'une régression logistique, etc., il va être un peu... ça va être un peu problématique de manager des équipes d'experts si je ne connais pas leur langage. Je vais faire court parce que je vois Karl qui regarde sa montre. Moi, j'ai juste une anecdote, un petit truc rigolo, c'est celui qui a data ou digital dans sa description de poste, ça lui permet de prendre 20% de plus sur le chèque à la fin du mois en ce moment. Donc rien que ça, c'est le premier effet en fait. Alors après, avec des fois effectivement un périmètre qui est élargi et plus d'expertise, et parfois ça reste le même boulot et c'est la continuité. Mais il y a un positionnement marketing pour les individus autour de ces sujets du numérique, autour de ces sujets de la data, où on le sait, c'est des métiers qui sont très sexy, en tout cas sur les marchés européens et américains. Merci. J'ai juste une dernière question qui est justement, comme on a aujourd'hui deux personnes qui viennent du monde des startups, des PME, quel rôle peuvent jouer les startups pour accompagner les grandes organisations dans cette transformation liée au big data? Il y a un truc qui est clair, c'est que l'innovation, elle est dans les startups. Et toutes les boîtes l'ont compris. Le monde de la santé, c'est un bon exemple parce que les biotech, c'est quoi? C'est des startups. La R&D dans la pharma, elle se fait plus dans les grands laboratoires pharmaceutiques, elle est dans les biotech. Les biotech, c'est ni plus ni moins qu'une start-up qui développe un médicament, une molécule, et quand la molécule arrive à un certain stade où, pour passer dans les phases 1, etc., il faut beaucoup d'argent, hop, elles sont rachetées ou financées par les laboratoires pharmaceutiques. Le monde de la data science, et il suffit de le voir en France, il y a deux secteurs dans le monde où ça se passe, c'est la Silicon Valley et Paris. C'est-à-dire que les maths, le digital, les stats, c'est vraiment là où ça se passe. C'est là où vous avez des gens parfaitement compétents. D'ailleurs, vous faites tous partie de ces gens-là. Et vous avez raison de choisir ce secteur-là parce que c'est le secteur de croissance par définition actuellement. Tout le domaine de la data science. Donc oui, les startups, c'est des data labs, des data innovation labs pour toutes les grandes entreprises. Et on le voit parce que, je pense ici, on est contacté par les grands groupes qui nous disent on vous a identifié, venez nous aider à mettre le projet Big Data dans notre société. Parce qu'elles n'ont pas ces compétences en interne. Et par définition, un data scientist n'est pas dans l'entreprise
mais à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas, parce qu'il réfléchit out of the box, par définition. Moi, mais j'ai un métier différent, donc je suis un peu moins radical sur cette approche, mais je pense que les grandes entreprises, elles utilisent les petites comme des défricheurs. Des nouveaux projets, ça pue, c'est un peu risqué. Je ne vais pas commencer par 10 recrutements, je vais d'abord commencer par une prestation, et si ça marche bien, je le réintègre. À nous d'être assez performants et de continuer à l'être pour pouvoir le garder, être absolument imbattable par rapport à si ils avaient les compétences en interne. Maintenant, quand vous êtes sur des sujets qui sont trop critiques, vous savez que le sujet va vous filer entre les mains, c'est évident. Ça c'est vraiment, et là on ne l'a pas dit, on ne l'a pas défini, mais je pense qu'on a parlé beaucoup de relations PME, ou quand on parlait entreprise, on parlait géant, quoi. Plus de 10 000 personnes, une implantation multinationale, etc. Mais si on descend sur du mid-market, donc là, le PME, le TI, etc., on a aussi plein de choses à faire. Enfin, nous, on est éditeur de logiciels. Quand on va voir des gens, les gens, ils vont jamais internaliser ce qu'on fait. Hein. C'est trop compliqué. Ils sont pas habitués à payer des gens le prix qu'on les paye. Donc là, on a un rôle de fournisseur de services qui est absolument exceptionnel. Parce que en SaaS, le mec peut mettre sa carte bancaire, il verra jamais un commercial, et pour quelques centaines d'euros par mois ou par an, il est capable d'acheter un service qui est incroyable. Donc la mutualisation de services via le web et via le SaaS, c'est quand même une valeur ça a une valeur incroyable. Super, merci beaucoup pour ces témoignages. On peut applaudir nos premiers intervenants.